J'ai bien construit l'effort à perception. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Merci Pierre-Yves pour l'invitation. Je suis toujours très heureux de revenir un peu en Bretagne. J'ai eu l'occasion il y a quelques années de travailler avec une équipe cycliste. C'est un petit peu le pays du vélo ici. Et c'est toujours avec plaisir que je reviens dans la région. J'aimerais remercier également Raymond pour son intervention. Il y a des choses qui m'interpellent quand on parle de corps mécanique, de corps sensible. Et j'aimerais faire rapidement l'introduction sur ces deux termes. Moi au départ j'étais moniteur de ski, j'étais prof de PS en collège, en lycée professionnel. Et j'ai commencé à faire mon travail de thèse sur la physiologie de l'effort. Je travaillais dans un laboratoire avec des physiologistes. On faisait passer des tests que vous devez connaître, des tests de VO2 sur tapis roulant, en particulier avec des skieurs de fond. En Franche-Comté, on a des skieurs. Et il y a des choses assez surprenantes qui se passaient à l'époque. C'est que la plupart du temps, les athlètes qu'on testait, eh bien, ils étaient capables de prédire, avant même de faire leur test, sur tapis roulant ou cyclo-ergomètre, ils étaient capables d'annoncer leur consommation maximale d'oxygène et voire même leur puissance. Donc ça c'était quelque chose qui était un grand mystère. Comment étaient-ils capables, avant même de passer le test, de pouvoir déterminer leur niveau de ressources? Donc bien sûr on vérifiait, on les passait sur la machine, ça prenait beaucoup de temps et au final, eh bien, entre ce qu'ils annonçaient et ce qu'on mesurait, on avait parfois des marges d'erreur très très fines, très très infimes. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'arrivait pas à expliquer. Donc, moi, j'ai voulu aller chercher un petit peu dans la littérature comment peut-on déterminer, sans outil de mesure objectif, une puissance ou une consommation d'oxygène ou une performance d'une façon plus large. Et là, je suis tombé assez rapidement sur des travaux que vous devez connaître très certainement, les travaux de Gunnar Borg, qui a été donc dans les années 50 un des premiers à introduire l'idée qu'on peut utiliser son corps comme un véritable instrument de mesure. Donc depuis, eh bien, il y a eu des centaines, voire des milliers de publications qui ont été faites autour de cette idée, utiliser son corps comme un instrument de mesure. Et aujourd'hui, pour travailler encore dans la recherche avec parfois certaines équipes de haut niveau, même si on a des technologies extrêmement avancées, on a des capteurs de puissance par exemple en cyclisme, on peut mesurer la puissance développée à l'entraînement, en course, quasiment en direct, eh bien on fait toujours appel au ressenti, à la perception de l'effort pour compléter ces mesures objectives. Et on a tenté même parfois de modéliser avec des moyens extrêmement conséquents la performance en mettant tout dans l'équation, alors la puissance, les conditions environnementales, la VO2, etc. Et à ce jour, eh bien, les meilleures probabilités de prédire une performance sont encore celles qui sont basées sur le ressenti, le vécu de l'athlète. Donc c'est un petit peu ce cheminement-là que je vais essayer de tenter de vous expliquer au travers de différents travaux. Et je vais essayer de faire le lien avec eh bien, peut-être les interrogations qu'on peut se poser quand on est prof d'éducation physique. Comment utiliser sa perception pour gérer un effort avec des élèves plus ou moins motivés? Quels sont les indicateurs? Est-ce qu'une mesure subjective peut être utilisée? Vous allez me dire c'est subjectif, donc forcément c'est pas scientifique, on ne peut pas se fonder sur quelque chose qui est totalement subjectif. Je vais essayer de vous apporter quelques éléments de réflexion. Et puis surtout, existe-t-il des stratégies en tant qu'enseignant pour tolérer un peu mieux l'effort, voire même pour gérer son effort? Donc, je vais assez rapidement vous donner quelques définitions, mais je crois que mon collègue Jérémy Coquard a fait déjà une présentation il n'y a pas très longtemps, semble-t-il. D'ailleurs, il m'a chargé de faire la promotion de son livre. Voilà. J'ai reçu il n'y a pas longtemps, mais c'est intéressant, c'est un bel ouvrage. Donc, ces définitions-là,
Non, je prends rien dessus, hein, je vous rassure. Simplement, ces définitions elles peuvent être intéressantes. J'ai bien compris, vous êtes dans une logique de concours et il est toujours intéressant de définir les termes qu'on va utiliser. Donc on retrouve bien sûr derrière la notion d'effort une définition d'un point de vue purement biologique. Donc ces définitions, vous les connaissez, sur le plan psychologique aussi. Et si on devait résumer, l'effort renvoie à la fois à des considérations biologiques, physiologiques, voire même philosophiques, avec des connotations qui sont extrêmement variables d'une société à l'autre. Et voilà, le diaporama, vous l'aurez à disposition. Toutes les références que je vais citer seront dans la bibliographie. Et je profite de l'occasion pour vous dire que le laboratoire C3S, dans lequel je travaille, nous avons réalisé en 2015 un séminaire portant justement sur l'effort et la perception de l'effort. Et donc j'ai coordonné donc un ouvrage qui sera à votre disposition. J'ai une version électronique qui est libre d'accès, donc j'ai vu avec Jean-Nicolas, vous pourrez récupérer directement ce document et en faire bon usage pour votre préparation, ainsi que d'autres bien sûr. Donc pour ce qui est des définitions, la notion d'effort recoupe à la fois on va dire des contraintes biologiques et psychologiques. Quand on parle de perception d'effort, eh bien là, on doit se référer au maître, qui est Borg, et lui nous définit clairement la perception de l'effort comme un ensemble de systèmes et de processus sensoriels s'intégrant en une perception générale de l'effort. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que la sensation d'effort inclut différentes variables, différents signes, différents signaux, comme des tensions, de la douleur, dans les muscles actifs, les articulations, l'essoufflement, battement du cœur, la sudation. Mais nous avons aussi également des informations qui portent également sur l'inconfort, la pénibilité en relation avec une stimulation. Donc, ces termes sont nécessaires à connaître si vous devez plancher un petit peu sur la question, si ça devait tomber là-dessus. C'est bientôt, non? Vous faites l'écrit de la grecque, là. Dites-moi. Fin mars? Ah oui, là vous êtes dedans, là. Très bien. Donc, si on devait résumer d'une manière très générale comment fonctionne la perception de l'effort, regardez bien, j'ai fait une petite animation, j'y ai passé la moitié de la nuit avec les effets spéciaux. Donc, vous réalisez un effort. Il y a un ensemble de médiateurs ou de variables physiologiques qui vont être sollicités, activés. Donc, essoufflement, sudation. Si l'effort est vraiment intense, ça peut aller jusqu'à la nausée. On a des médiateurs que l'on appelle cardio-respiratoires. Donc là, on retrouve nos variables physiologiques classiques. Consommation d'oxygène, débit ventilatoire, fréquence cardiaque, tension artérielle. Toutes ces variables vont être sollicitées et impliquer la perception influencer la perception de l'effort. Nous avons ce qu'on appelle également des médiateurs périphériques. Donc ce sont les informations musculaires qui vont transmettre des signaux et ces signaux vont influencer votre ressenti. Donc là, on peut citer la concentration en lactate, le pH sanguin, la typologie musculaire. Si vous êtes plutôt endurant ou explosif, vous aurez un ressenti qui sera différent selon le type d'effort. Récepteurs tendineux, articulaires, musculaires. Et la température également, votre température musculaire aura un impact sur votre perception d'effort. C'est la raison, entre autres, pour laquelle on s'échauffe. Ça permet de limiter les risques d'accident, ça permet d'atténuer aussi la perception d'effort. Nous avons ce qu'on appelle des médiateurs centraux, et ceux-là, on n'en a pas forcément conscience. Donc, des variations, par exemple, de température centrale, des variations de glycémie aussi. Si vous avez vécu une hypoglycémie un jour, vous avez sans doute remarqué que ça devient de plus en plus difficile de maintenir l'effort. Votre vitesse de déplacement diminue alors que votre perception d'effort augmente. La raison elle est simple, c'est que les ressources énergétiques ne sont plus en adéquation avec l'effort que vous produisez. Il y a bien sûr
et c'est plutôt récent dans les travaux qui ont été menés sur la perception de l'effort, ce que l'on appelle les médiateurs psychologiques, donc l'estime de soi, l'anxiété, la motivation, et ça ce sont des données extrêmement importantes en tant qu'enseignant d'éducation physique. Ces facteurs-là vont influencer de façon très significative la perception de l'effort. Le contexte dans lequel vous allez réaliser cet effort va être influencé de façon très significative. Pour terminer, on a ce qu'on appelle les médiateurs environnementaux. Donc vous faites le même effort dans un laboratoire ou dans un environnement magnifique, en montagne, soit seul ou en présence d'amis, de supporters, etc., votre perception va être totalement différente. Alors que, entre guillemets, objectivement, vous allez peut-être d'un point de vue purement physiologique réaliser le même effort, mais cet environnement va totalement modifier votre perception. Donc voilà, si je devais résumer brièvement, j'aurai l'occasion, si on se revoit demain, d'approfondir un petit peu plus ces facteurs-là au travers de différentes études. Et la question, c'est, une fois qu'on a défini la perception de l'effort, c'est est-ce que l'on peut gérer son effort, c'est-à-dire moduler son activité pour se situer dans différentes zones de confort ou d'inconfort. Donc, dans la gestion de l'effort, l'enseignant d'éducation physique utilise un certain nombre d'outils, entre autres le sifflet, le chrono, qui demeure quand même les outils de base, et on se base bien sûr sur les temps de passage. On peut mesurer des performances, des distances, on peut raisonner en vitesse, en kilomètres/heure, en mètres secondes, on peut raisonner en pourcentage de VMA, on peut raisonner en puissance, si on a le matériel nécessaire. Et ça, je dirais que c'est une approche qui est assez classique. Ce sont les indicateurs, on va dire, objectifs de la performance. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a d'autres indicateurs? Bien sûr qu'il y a d'autres indicateurs, ceux-là sont un petit peu plus complexes. Il faut souvent passer par du monitoring, ça se fait souvent en laboratoire. Donc bien sûr, la mesure de la fréquence cardiaque, on peut raisonner en pourcentage de fréquence cardiaque max, en pourcentage de fréquence cardiaque de réserve. Et j'ai quelques souvenirs de profs de PS, et si on devait équiper chaque élève d'un cardiofréquencemètre avant chaque séance, ça paraît complexe. Donc je cite simplement ces indicateurs, mais concrètement c'est difficile à les mettre en œuvre sur le terrain. Bien sûr, on peut faire de la mesure de consommation d'oxygène. On peut également observer un certain nombre d'adaptations, en particulier la sudation, la fréquence respiratoire, certains indices comme le quotient respiratoire. On travaille aussi à partir de différents seuils, le seuil ventilatoire 1, le seuil ventilatoire 2, qui sont les seuils d'adaptation, les seuils lactiques. Mais en tant que prof de PS, c'est toujours un peu délicat de faire un prélèvement de lactate auprès de ses élèves. Je pense que vous auriez des ennuis avec les parents, chefs d'établissement. Donc pour ce qui est des indicateurs biologiques, gardez ça un petit peu dans un coin de votre tête, mais d'une manière pratique, c'est quasiment impossible d'utiliser ces indicateurs biologiques. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut utiliser d'autres indicateurs subjectifs, mais qui seraient reliés à ces indicateurs biologiques? Suspense. Eh bien oui, ça fonctionne. Je vais essayer de vous donner quelques éléments concrets. Ce sont des choses relativement simples que vous devez sans doute connaître. On sait par exemple qu'il y a une forte corrélation entre les paramètres ventilatoires et le ressenti, la perception de l'effort. Donc très concrètement, si on doit travailler en dessous du seuil anaérobie, du SV2, okay, eh bien il y a un indicateur qui est extrêmement simple. Tant que vous pouvez faire l'exercice en pouvant discuter, c'est que vous avez une intensité qui est inférieure au SV2. Dès l'instant où l'élève n'est plus capable de pouvoir répondre à vos questions ou de pouvoir enchaîner quelques phrases, c'est que l'intensité est supérieure à ce seuil ventilatoire 2, ce seuil anaérobie. Il y a d'autres indices qui sont facilement utilisables. Tout ce qui concerne les douleurs musculaires,
qui vont avoir un impact direct sur la posture, l'allure, l'amplitude de la foulée par exemple. Et là je fais appel, c'est pas péjoratif ce que je dis là, mais c'est votre œil de professionnel. C'est votre capacité à observer et à détecter une modification dans l'allure, dans la posture de l'élève. Et c'est précisément le tableau que je vous présente en dessous. Ce tableau fait état d'une relation entre la perception d'un effort et l'observation de cette perception par un entraîneur ou un prof. Et là donc ce tableau, ce schéma montre sur une échelle de 0 à 10, c'était le CR10, j'aurai l'occasion de présenter tout à l'heure, on a les valeurs qui ont été relevées par les étudiants de STAPS qui couraient, donc c'est un test d'intensité croissante, test de terrain varié, et donc à chaque tour on demandait à l'étudiant de pointer une valeur de 0 à 10 sur l'effort qu'il percevait. Et nous avions à distance, à peu près à 10 mètres, des observateurs, c'était des étudiants qui observaient l'allure, ce qu'on appelle les symptômes externes, c'est-à-dire un petit peu niveau de sudation, ils écoutaient un peu l'essoufflement, l'allure, la foulée, etc. Et selon ces indices extérieurs, eh bien, ils estimaient le niveau, on va dire, d'intensité d'effort des étudiants qu'ils regardaient courir. Et là, on s'aperçoit qu'on a une corrélation qui est très forte. Si vous avez quelques notions statistiques, j'en doute pas, on a un R carré à 0,97. Ça veut dire qu'on a une marge d'erreur qui est très faible entre le ressenti et l'observation de ces symptômes externes. Donc ça, c'est un élément extrêmement intéressant en tant qu'enseignant. Apprenez à aiguiser, on va dire, votre observation pour pouvoir détecter certains signes de fatigue, d'épuisement, ou alors de constater que votre élève, vos élèves, sont dans la bonne allure. La question qu'on peut se poser, c'est comment évaluer cette perception, qui est subjective. Et là, eh bien, je vais citer rapidement les échelles qui sont habituellement utilisées, qui ont été validées, dans la littérature. Donc la plus connue, c'est l'échelle RPE 620 de Borg. Ici, c'est une traduction de Shepard qui a été donc validée avec les termes qui ont été validés en français. Donc tout le monde sait un petit peu l'histoire de cette échelle. Pourquoi 6, pourquoi 20? Oui, non? Je fais un petit rappel. C'est très simple. Au départ, cette échelle était validée chez des sujets adultes, jeunes, non pathologiques. Et il suffit simplement de multiplier par 10 la valeur de cette échelle qui est donnée pour obtenir, si vous allez trouver, en multipliant par 10, la fréquence cardiaque donc supportée, la fréquence cardiaque moyenne supportée pendant l'exercice. Donc je précise, c'est théorique, mais ça donne quand même on va dire une idée, sous réserve que ce soit un sujet adulte, jeune et en bonne santé. Ça ne marche pas par exemple auprès d'un patient sous bêta-bloquant et ça ne marche pas non plus chez un enfant. Tout à l'heure Raymond parlait de 140, il fallait bloquer le compteur à 140. Eh bien 140 battements minutes chez les enfants, je partage tout à fait l'analyse, ils marchent vite à 140. Et quand vous leur demandez donc de pointer une valeur correspondant à des pulsations de 140, eh bien généralement ils vont vous dire que c'est très léger, ça sera 8 ou 9, donc ça ne marche pas pour les enfants. Donc cette échelle, elle peut être utile auprès d'un public adulte et non pathologique et non sportif de haut niveau. Autre échelle qui a été donc validée un petit peu après par Borg, c'est le CR10, catégorie ratio 10, qui au départ est une échelle qui permet d'évaluer non pas des exercices, on va dire de longue durée, qui nécessitent des adaptations cardiaques, respiratoires, mais plutôt des efforts brefs et intenses.
Cette échelle CR10 permet de mesurer deux choses, à la fois la perception d'un effort et la perception de la douleur. Donc il suffit d'utiliser les différents items et de pointer une valeur correspondant à votre ressenti pour quantifier de façon subjective la perception. On se rend compte que cette échelle n'est pas linéaire, elle suit en fait une cinétique proche des lactates, elle est exponentielle. Donc en gros, quand on commence à dépasser une intensité qui commence à être modérée, voire forte, on a des incréments qui sont différents. Il y a un point également qui est intéressant, c'est le point noir que vous voyez en dessous. C'est que Borg a estimé qu'on pouvait aller au-delà de 10 voire 11 quand il s'agit d'efforts extrêmement intenses qui peuvent dépasser, on va dire, notre propre barrière, qu'on s'est fixé par exemple à 10. On peut très bien imaginer un effort qu'on peut quantifier au-delà de 10, monter à 12, 13, etc. Donc c'est quelque chose qui est d'une intensité extrême. Je continue. Une autre échelle qui était sans doute présentée par Jérémy Coquard, c'est l'ETL, l'échelle d'estimation de temps limite. Et là, eh bien, on va demander au sujet d'évaluer le temps pour lequel il est capable de tenir l'effort qu'il est en train de réaliser actuellement. Donc cette échelle eh bien, permet d'évaluer de façon assez simple des intensités et surtout des durées d'effort qui vont de 2 minutes jusqu'à plusieurs heures. Cette échelle peut être complémentaire avec les autres que je vous ai présentées. Autre échelle qui est très intéressante, c'est ce qu'on appelle le feeling scale. Cette échelle permet d'évaluer le ressenti. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, surtout avec des élèves. On sait qu'au-delà d'une certaine intensité d'effort, eh bien, on a un ressenti qui peut être désagréable. Et la transition entre un ressenti agréable et désagréable, on le verra, correspond au seuil anaérobie. Et ça peut être un repère extrêmement intéressant. En utilisant cette échelle, en recoupant cette échelle avec par exemple le CR10, on peut déterminer de façon subjective ce seuil anaérobie, ce seuil d'adaptation, qui peut être utile quand on s'inscrit par exemple dans un cycle d'endurance. Ce seuil qui permet de passer, on va dire, d'une sensation plutôt agréable à désagréable est extrêmement intéressant quand on veut motiver les élèves, quand on veut leur donner envie de s'investir dans un cycle par exemple d'endurance ou d'autres activités. Dès l'instant où ça commence à être désagréable, c'est que l'intensité de l'exercice est supérieure au seuil. Nous on l'a vérifié, je vous montrerai sur la diapo suivante. On n'a pas besoin de faire de prélèvement gazeux ou de lactate. Dès l'instant où l'effort commence à être désagréable, c'est que vous êtes au-delà du seuil. La question, toujours dans les échelles d'évaluation, donc très longtemps, on était convaincu que les enfants étaient totalement incapables d'évaluer leur perception de l'effort. Tout simplement parce qu'on a présenté aux enfants à l'époque eh bien, des échelles qui avaient été élaborées et validées pour des adultes. Donc imaginez un enfant en CP ou CE1, quand vous lui demandez de faire la distinction entre un effort léger, modéré, quelque peu intense, là on a un problème, on va dire, de compréhension. Et les anglo-saxons ont commencé à la fin des années 90 à développer des échelles utilisant des représentations d'enfants en train de courir avec des items et soit également d'autres exercices qui permettent de donner, on va dire, des indices extérieurs de fatigue et d'épuisement. Nous avons en 1999 validé une échelle qui s'appelle le RPEC en utilisant donc Gaston Lagaffe pour essayer d'exprimer différents niveaux de fatigue. Et cette échelle, nous l'avons utilisée par exemple auprès d'enfants de maternelle, de CP, qui savaient compter mais pas lire. Et on a relié leur ressenti avec des indices objectifs, par exemple la fréquence cardiaque ou de la vitesse de déplacement, et on s'est rendu compte qu'on pouvait obtenir de bonnes corrélations simplement en utilisant cette échelle qui est très simple. Et ce qui était intéressant, c'était de montrer que les enfants à partir de 5-6 ans sont capables de quantifier leur ressenti.
Donc ça, c'est un outil qui peut être intéressant si vous avez l'occasion de travailler avec des enfants en école primaire. Existe-t-il des stratégies pour gérer la pénibilité perçue, l'effort? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place en tant qu'enseignant, en tant qu'entraîneur, pour faciliter cette perception et cette gestion d'effort? Donc je vais vous présenter quelques exemples. Certains sont purement expérimentaux, d'autres ont été mis en place déjà sur le terrain, et je vais essayer d'être le plus concret possible sur ces exemples. Donc le premier point qu'on va développer, c'est la discrimination perceptive, c'est-à-dire que la perception de l'effort est une aptitude dont on a hérité de nos très lointains ancêtres. Il faut savoir, sans faire un cours d'histoire, mais c'est une aptitude, une fonction qui nous a très certainement permis de nous développer. On a échappé aux prédateurs, par exemple, du temps de la préhistoire, tout simplement parce qu'on était capable d'estimer la vitesse à laquelle il fallait sans doute courir, ou le danger que représentait tel prédateur. Et c'est également une fonction qui nous a permis de pouvoir chasser, de pouvoir se déplacer, etc., parcourir de très grandes distances, sans cardiofréquence-mètre, sans montre, sans mesure métrique, tout simplement sur le ressenti. Donc cette discrimination perceptive, on est très certainement en train de la perdre avec la sédentarité. Là je rejoins complètement ce que disait Raymond. On est dans une société qui se sédentarise, et il faut faire preuve d'imagination aujourd'hui pour se donner de bonnes occasions pour faire de l'exercice. Si on avait parlé à nos grands-parents, nos arrière-grands-parents de nos modes de vie actuels, on est obligé de payer des abonnements dans des salles de remise en forme pour faire de l'exercice. Je pense que ça peut faire sourire. Parfois, on prend notre voiture pour faire 3 km pour aller à la salle de remise en forme, pour pouvoir courir sur un tapis roulant face à un mur, alors qu'on aurait très bien pu y aller en marchant ou en trottinant. Voilà, c'est quelques exemples un petit peu de l'évolution un petit peu de notre société. Donc développer cette discrimination, je te donnerai quelques exemples. Déterminer et travailler ce qu'on appelle le seuil perceptif, et je donnerai des repères précis sur les échelles de perception que je vous ai présentées. Des travaux en neurosciences récents montrent que, on peut utiliser ce qu'on appelle les neurones miroirs. Je donnerai des exemples à ce propos. Utiliser des stratégies qu'on appelle dissociatives, je dirais 2 mots sur la musique. Et puis, le dernier exemple, si j'ai le temps, et je compte sur Pierre-Yves pour me recadrer si je déborde un peu, c'est développer ce qu'on appelle l'autodétermination. J'ai mis un point d'interrogation parce que c'est une étude qui est en cours, on n'a encore pas les résultats, étude qui est menée dans un collège actuellement, et je tenterai de vous donner au moins quelques éléments du protocole. Donc ici c'est un tableau qui résume de façon très synthétique, c'est une revue de littérature qu'on a publiée il y a déjà quelques années, qui montre comment se construit la perception de l'effort chez l'enfant, donc à partir de 4 ans jusqu'à l'âge adulte. Et on se rend compte que cette perception, elle n'est pas innée, elle nécessite des expériences corporelles, il faut faire de l'éducation physique, il faut stimuler l'enfant pour qu'il soit capable d'interpréter ses sensations. Je dirais même plus ses perceptions. Donc d'une façon très générale, ce tableau montre que l'enfant à 4 ans, il est capable de produire par exemple 2 forces de serrage distinctes. On lui demande, tu vas serrer comme tu le sens, et spontanément il est capable de faire je serre très fort et je serre doucement. Il n'y a pas de valeur intermédiaire. Et petit à petit, il va produire 3 niveaux de serrage. Ensuite, on se rend compte qu'il va passer à 4 niveaux de serrage. Il va être capable de produire 4 niveaux de serrage, et il va être capable également de produire ces 4 niveaux de serrage dans un ordre croissant, mais également dans un ordre aléatoire. Et un petit peu plus tard, on se rend compte que l'enfant, vers l'âge de 7-8 ans, il est capable d'estimer 3 vitesses de course ou 3 intensités de course. Et ces intensités de course vont passer de 3 à 4, voire au-delà, un petit peu plus tard. Et sur des exercices, par exemple de pédalage,
eh bien, cette détermination perceptive, cette discrimination, s'élabore aux alentours de 9-10 ans. Donc être capable de produire 3 voire 4 intensités de puissance sur une tâche de pédalage. Simplement, ce qu'il faut retenir sur ce tableau, c'est que ce développement suit, on va dire, une logique qui est assez proche des travaux de Piaget sur le développement sensorimoteur de l'enfant. Et on se rend compte que ce sont déjà les informations périphériques qui sont captées, interprétées de façon précoce, et ensuite ce sont les informations centrales, dès qu'il y a des adaptations cardiaques, respiratoires, qui ensuite sont mises en place chez les enfants. Et là on peut même parler d'adolescents. Alors quelques exemples de situations concrètes de discrimination perceptive à l'effort. Donc ici c'est un travail que je fais avec les étudiants de STAPS en licence, mais ça fonctionne très certainement avec des étudiants, des élèves de lycée. On demande par exemple dans cette situation de réaliser 5 intensités croissantes de course sur un terrain varié. Donc vous demandez à la personne de réaliser un parcours, là c'était aux alentours de 200 mètres, en demandant de réaliser un effort correspondant d'un point de vue perceptif aux intensités 2, 4, 5, 6 et 8 sur l'échelle CR10 de Borg. Donc 2 par exemple c'est une intensité faible, 4 c'est entre modérée et forte, etc. Donc ceci dans un ordre croissant, et ensuite après une petite phase de récupération de 5 minutes, on demande aux élèves, aux étudiants de reproduire ces 5 courses sur la base de leur ressenti, mais dans un ordre aléatoire. Et ce que je vous présente, ce sont les valeurs, donc c'est le temps que j'ai chronométré, sur ces 2 situations, et on se rend compte qu'on a des marges d'erreur qui sont non significatives. C'est-à-dire qu'on est capable, donc là c'était des étudiants de licence 2, licence 3, en gros à 20 ans, d'estimer, de produire dans un ordre aléatoire des intensités très proches, quasiment sans se tromper. On a même poussé l'exercice un petit peu plus loin, non pas sur 5, mais on est monté jusqu'à 8. Et vous avez là très clairement des étudiants qui ont l'habitude, par exemple, de courir, de s'entraîner, qui sont très à l'écoute de leur ressenti, et généralement, il y a très peu d'erreurs. Ils sont capables de reproduire dans un ordre aléatoire des intensités, alors intensité 5, 4, 2, 8, 9, 1, etc., qu'on compare à un test d'intensité croissante, et on a des fluctuations qui sont très très faibles. En revanche, les étudiants qui ont pas beaucoup travaillé ce ressenti commencent à faire des erreurs à partir de 5 ou 6 intensités différentes. Donc ça peut être une situation intéressante pour évaluer, mais aussi travailler cette discrimination perceptive à l'effort. Donc c'est très simple à mettre en place, c'est un chrono tout simplement, et vous comparez les 2 situations. Une autre situation, on a parlé de ski de fond, ça me fait plaisir, je viens du pays du ski de fond, un peu du Jura, on a un peu de neige en ce moment, on en profite. Et là, c'est un travail que j'avais mis en place avec des étudiants, où je leur avais donné donc des consignes qui étaient relativement simples. On avait un petit parcours qui faisait à peu près 1 km, très varié. Et je leur avais demandé donc de réaliser ce parcours, donc constitué de 13 tours. Donc là, on avait déjà fixé, on va dire, un nombre de tours. Et la consigne, c'était simple, essayer d'être le plus régulier possible sur 13 tours. Moins de variations possibles sur ces 13 tours. Et la consigne, c'est ne jamais dépasser à aucun moment la valeur 6 sur l'échelle CR10. Je l'ai dit tout à l'heure, 6, ça correspond au seuil ventilatoire 2, au seuil anaérobie. On voulait faire un travail vraiment foncier, travail d'endurance. Donc le tableau du haut montre une bonne adaptation, c'est-à-dire qu'on a un écart qui est minime, 5 secondes d'écart entre le tour le plus rapide et le tour le plus lent, sur 13 tours. Et on regarde l'évolution de la perception de l'effort sur l'échelle CR10, et on se rend compte que la valeur 6 est atteinte au 12e et 13e tour. Auparavant,
les skieurs sont partis relativement tranquillement aux alentours de 3 ou 4 pour arriver vraiment à la fin de la séance à une valeur de 6. En bas, on a l'exemple type de l'élève qui a un petit peu surestimé son potentiel, qui a démarré trop vite, donc avec un temps autour, aux alentours de 4 minutes, avec une perception qui est déjà à 6. Et là, on se rend compte qu'à partir du 7e, 8e tour, on a une augmentation de la perception. Et les tours suivants, on a également une augmentation du temps autour. Donc la consigne travailler en dessous du seuil n'a pas été respectée, tout simplement parce que l'élève est parti beaucoup trop vite et a surestimé son potentiel. Et là, il a terminé quasiment à l'agonie avec une vitesse qui a chuté, avec un temps autour de l'ordre de 8 minutes, alors que le premier tour était à 4 minutes, et avec une intensité perceptive proche du maximum. Donc ça, c'est des situations qui sont faciles à mettre en œuvre, que vous pouvez contrôler très facilement. Un chrono, une échelle CR10 par exemple. Et ensuite, c'est toujours intéressant d'échanger avec l'élève en lui disant mais explique-moi quel était ton ressenti au début, qu'est-ce qui s'est passé au 8e tour et dans quel état tu as terminé. C'est des situations qu'on peut répéter régulièrement pour arriver au final à reproduire la bonne gestion que je viens d'expliquer sur le schéma du haut. Développer la discrimination perceptive en EPS, c'est une étude qui figure dans un document que je mettrai à disposition tout à l'heure si vous le souhaitez. C'est une étude qui a été menée auprès d'étudiants de terminale, d'élèves de terminale. Situation expérimentale intéressante. En éducation physique, si je me rappelle bien, on nous demande de développer les ressources à raison de 2 heures d'éducation physique par semaine. Quand on est prof en lycée, c'est un petit peu compliqué. Si en plus vous n'avez pas forcément des installations à disposition, je ne suis pas convaincu qu'on soit vraiment les mieux placés pour développer les ressources énergétiques par exemple. Par contre, aider l'élève à gérer ses ressources, ça je pense qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place. Et donc l'étude de Guillou et collaborateurs est la suivante. Donc l'auteur a demandé à constituer 2 groupes, c'est des élèves qui étaient en terminale, et il leur a demandé de réaliser pour le groupe témoin la plus grande distance possible pendant 3 minutes. Et ce groupe témoin a renouvelé le même test à 1 semaine d'intervalle. Donc ce sont les 2 premières lignes du tableau. Et là on voit par exemple la distance a très peu fluctué, 737 mètres, 745 mètres. Et dans le groupe expérimental, le groupe RPE, perception, le premier test a été réalisé dans les mêmes conditions. On leur a demandé de faire la meilleure performance possible, la plus grande distance possible en 3 minutes. Et la semaine suivante, on leur a demandé, écoutez, c'est simple, vous allez vous rappeler de la perception moyenne de l'effort que vous avez réalisé la semaine précédente sur cette épreuve de 3 minutes. C'était, me semble-t-il, sur une échelle de 0 à 10. La valeur moyenne, non pas la valeur finale, la valeur moyenne. Et là, en général, c'était une valeur qui était proche de 6. Ils ont démarré leur épreuve aux alentours de 6 sur 10. Et donc la consigne, c'était de commencer l'effort à une valeur de 6, si je respecte mon exemple. C'est-à-dire à un niveau de perception déjà assez élevé. Et l'idée, c'est essayer de tenir pendant ces 3 minutes cette intensité, ne jamais redescendre en dessous, et essayer de couvrir la plus grande distance. Et là, la surprise, contrairement à ce qu'on peut redouter, on s'attendait très certainement à un scénario catastrophe, c'est-à-dire que l'élève part trop vite et il ne termine pas le test. Et là, la surprise, c'est que l'élève, en lui demandant de partir un peu plus vite, sur la base de son ressenti, à une intensité un peu plus élevée, ce qu'il fait spontanément, il est capable d'améliorer de façon significative. Donc on passe de 702 mètres à 796 mètres en moyenne, avec une progression en 1 semaine, et je crois qu'il faut être honnête, qui n'est pas liée à une amélioration des ressources, c'est simplement une stratégie différente de gestion de l'effort. C'est-à-dire qu'on a une prise de risque un petit peu supérieure, on part plus vite, mais on parvient à améliorer sa performance.
Et un petit peu dans la conclusion de cette étude, c'est qu'on est souvent dans un système où on a peur d'une chose, c'est de l'erreur, de l'abandon, de scénario catastrophe. Je ne suis pas capable de tenir l'effort, donc je me mets une grosse marge de sécurité pour pouvoir terminer mes 3 minutes. Et parfois, il peut être intéressant d'inciter parfois l'élève à prendre quelques risques en disant « essaie de partir un peu plus vite sur la base de ton ressenti et c'est probable que ça va t'aider à être plus performant. » Et dans cet exemple, on se rend compte que tous les élèves qui ont participé à cette étude ont terminé l'épreuve et si on s'en tient à la moyenne, ils ont progressé. Et là, je pense qu'en tant qu'enseignant d'éducation physique, on peut donner des indications de ce type-là et il faut dédramatiser un petit peu l'échec. Peut-être une fois, vous aurez un élève qui va partir trop vite. C'est pas grave, la prochaine fois, il va gérer avec une intensité un petit peu inférieure, mais au moins il aura essayé. Toujours sur comment mettre en place des stratégies de gestion de cette perception. On a ce qu'on appelle le seuil perceptif. Donc là, c'est une étude qu'on a publiée il y a quelques années. Pour faire simple, eh bien, on a déterminé en laboratoire ce qu'on appelle le seuil ventilatoire et on a comparé l'instant correspondant où les mesures biologiques nous permettaient de déterminer ce seuil ventilatoire avec le ressenti des sujets qu'on a testés. Et là, on s'est rendu compte que sur l'échelle CR10, le 6 correspondait à ce seuil ventilatoire. C'est-à-dire, quand l'exercice commence à devenir d'une intensité supérieure à très forte, on dépasse ce seuil ventilatoire 2, ce SV2. Et on a demandé en parallèle de pointer sur l'échelle de valence affective le ressenti de plaisir-déplaisir, et dès l'instant où l'effort commence à être désagréable, sensation plutôt désagréable, voire pénible, eh bien ça coïncide exactement à ce seuil ventilatoire. Donc ça peut être un marqueur intéressant. Ne jamais dépasser le 6 si vous voulez faire un travail d'endurance sous le seuil, et l'exercice ne doit jamais être désagréable. Je fais une parenthèse, j'aurais dû le dire d'ailleurs en préambule, ces échelles de perception, elles fonctionnent bien entendu sur la base d'une relation de confiance avec l'élève. C'est fondamental. Si l'élève n'a pas envie ou n'a pas vraiment confiance dans votre méthode, il va vous donner des valeurs erronées. Donc il faut bien lui expliquer que c'est dans son intérêt pour progresser. Ce n'est pas un moyen de le juger ou de l'évaluer, c'est un outil pour l'aider à progresser. Ça, c'est absolument fondamental. Quelques mots, je ne sais pas au niveau du timing. 10 minutes ? Eh bien, on va tenir, on va essayer. Les neurones miroirs. L'idée, c'est les travaux qui ont été menés en neurosciences sur les dernières années. On dispose d'un cortex moteur primaire qui est impliqué dans la réalisation de mouvements volontaires. Et on a démontré il y a quelques années qu'on disposait aussi d'un réseau de neurones miroirs qui sont activés quand on observe un modèle. Ici, on a un coureur cycliste, on imagine, c'est un peu expérimental, qui observe un autre coureur cycliste en train de pédaler. L'idée, c'est est-ce que si j'observe un modèle en train de réaliser une tâche, je vais faciliter ma performance, en particulier en stimulant l'aire motrice supplémentaire qui est impliquée dans l'imitation d'un mouvement connu. Donc en stimulant cette aire motrice supplémentaire, je vais activer également les groupes musculaires impliqués dans l'action. Et la question, c'est est-ce que avec cette double activation, je réalise le geste et en plus je m'inspire d'un modèle extérieur qui m'aide à réaliser ce geste. Est-ce que je vais pouvoir soit être plus performant ou alors maintenir plus longtemps un effort à une intensité donnée. Donc nous, on a tenté de vérifier cette hypothèse dans une étude qu'on a menée en laboratoire où on a demandé donc à des sujets de réaliser un test pour déterminer leur VMA, on a déterminé leur vitesse maximale aérobie et ensuite on leur a demandé de tenir le plus longtemps possible, c'était pas le même jour, je vous rassure,
le plus longtemps possible cette VMA en courant sur un tapis roulant dans une condition contrôle, c'est-à-dire face à un mur blanc, et dans une condition où on projetait sur le tableau devant eux leur propre modèle en train de courir, et on leur demandait d'imiter la foulée du modèle. C'était facile parce que c'était leur propre modèle, et d'essayer de tenir le plus longtemps possible, un petit peu comme un avatar. Et on a évalué le temps de maintien de course dans ces deux conditions. Et là, eh bien, on a le temps de maintien dans les deux conditions, donc condition contrôle et condition vidéo. Et là, on se rend compte eh bien, que la présence d'un modèle extérieur qui vous indique, je résume, qui vous donne le tempo, qui vous booste un petit peu dans votre foulée, eh bien, on a une augmentation de l'ordre de 19%, instantanément. Trouvez-moi une méthode d'entraînement, sans passer par la pharmacie bien sûr, qui vous permet instantanément de gagner 20% de temps limite. J'en connais pas beaucoup, des méthodes qui permettent de progresser aussi rapidement. Donc voilà, l'utilisation d'un modèle extérieur permet de tenir un effort intense un petit peu plus longtemps. On a vérifié d'autres variables pendant cette épreuve. On s'est rendu compte eh bien, que la perception de l'effort était atténuée, c'est-à-dire que l'effort était ressenti de manière moins intense par rapport à la condition contrôle, ce qui permettait de tenir un petit peu plus longtemps. Et d'un point de vue cardiaque, on n'avait pas, on va dire, une surcharge cardiaque. Il n'y avait pas de différence significative en termes de fréquence cardiaque. On a soumis et publié ce travail. Simplement, on était très critiqués, tout simplement parce qu'on nous a dit mais ok, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est bien les neurones miroirs qui peuvent expliquer cette amélioration de la performance? Si on avait mis une vidéo quelconque, peut-être qu'on aurait obtenu la même chose. Donc on a refait l'année d'après une autre étude où on a intégré différentes formes de vidéos, donc filmées de face, c'est ce que j'ai montré ici, vidéo face, de dos, et puis une autre vidéo, c'est une vidéo avec des paysages et un peu de musique, et on a comparé ces quatre conditions. Donc vidéo de dos par rapport à la condition contrôle, on était content, on a amélioré la performance, donc on était très fiers de notre résultat. Vidéo de face, on améliore le temps limite, mais d'une façon un petit peu moins importante. Et là où on a un souci, c'est vidéo paysage avec la musique. Comment expliquer? Ça fonctionne aussi. Et là, on était, voilà, en tant que chercheur, on était très embêtés. On dit, non, c'est pas les neurones miroirs. Et après, on a questionné les sujets. Et on leur a demandé, mais tu t'es concentré sur quoi pendant l'effort? Alors, les vidéos de face, de dos, oui, on essayait de suivre le modèle, c'était facile, pas de souci. Et puis la dernière vidéo, c'était des paysages, c'était pas très intéressant. Par contre, il y avait une super musique. On s'est concentré sur la musique. Et là, sans le savoir, on a fait une espèce de biais méthodologique, c'est qu'on a introduit de la musique dans une condition, alors que dans les autres conditions, on n'avait pas mis de musique. Donc, je fais une petite parenthèse, là, des fois, en tant que chercheur, il faut revoir ses hypothèses, réécrire l'article. Et l'article qu'on a publié un petit peu après, on a dit, voilà, on a testé différentes stratégies et on a intégré la musique comme si au départ, on avait déjà pensé à la musique. Mais en fait, on s'en est rendu compte un petit peu après. Et j'ai peut-être juste le temps de terminer sur la dernière. On s'est rendu compte dans cette étude eh bien, qu'il y avait deux phénomènes distincts. Quand on filmait une personne et qu'on projetait son avatar, eh bien, on arrivait à diminuer sa consommation d'oxygène. Tout simplement parce qu'on arrive à copier un modèle extérieur. On n'est pas obligé à chaque foulée de penser la manière dont on doit faire la suivante. Et donc là, clairement, on se rend compte eh bien, que la consommation d'oxygène diminue de façon significative avec un avatar. Et la condition musique, on est sur d'autres mécanismes qui sont plus de l'ordre de la motivation. Juste pour illustrer la présence de l'avatar, en 2008, Haile Gebrselassie a battu donc le record du monde du marathon à l'époque, meilleure performance mondiale, donc en utilisant des lièvres, et on peut très bien
Imaginez, je n'ai pas rencontré un athlète, mais qu'il a utilisé, il y a beaucoup de mimétisme sur cette photo, l'avatar devant, le lièvre, la foulée du modèle pour s'économiser et essayer de maintenir son effort jusqu'au bout de l'épreuve. Donc aujourd'hui, la plupart des records en athlétisme se battent avec des lièvres. On ne peut pas parler de drafting, comme en cyclisme, il n'y a pas un déplacement suffisamment important pour bénéficier d'aspiration. Par contre, on peut très bien imaginer que la présence d'un modèle permet d'atténuer la perception de l'effort et permet d'économiser son geste et de poursuivre l'effort. Donc en résumé, stratégie attentionnelle qu'on appelle dissociative. On se dissocie des signaux d'effort, de fatigue, de douleur pour fixer son attention sur un modèle extérieur. Cette stratégie permet de tenir un effort un petit peu plus longtemps en atténuant la perception de l'effort sans, on va dire, modifier les sollicitations cardiaques. Et aujourd'hui, eh bien, c'est la prochaine étape. Il va falloir vérifier avec les nouvelles techniques d'imagerie médicale. Eh bien, on va tenter de vérifier prochainement. Ce sont bien les neurones miroirs qui peuvent apporter une explication à cette amélioration de la performance. Donc, d'une façon très concrète, pourquoi ne pas imaginer, mais je pense que vous l'avez sans doute déjà mis en place, certaines situations de course d'endurance avec un lièvre, c'est-à-dire faire des groupes de niveau avec des élèves qui vont se relayer et demander à l'élève eh bien, de courir en essayant de fondre sa foulée dans le modèle qui est devant. Donc si possible, des élèves de niveau proche pour faciliter, on va dire, le fait de pouvoir copier le modèle. Une minute. Juste une minute pour conclure. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler demain, on a testé l'influence de la musique sur la perception de l'effort et ça marche vraiment, vraiment bien. Je pense que tout le monde l'a déjà testé et j'aurai peut-être l'occasion demain de revenir sur cette étude. La musique peut vraiment être un moyen d'atténuer la perception de l'effort et d'améliorer la tolérance à l'effort. Et petit clin d'œil, je ne rentrerai pas dans les mécanismes, on verra peut-être demain. Même si ça peut peut-être faire bondir certains, utiliser la musique en EPS, en course d'endurance, peut-être sous cette forme-là, peut-être que ça existe. Le débat est ouvert. Je vais conclure. On peut utiliser la perception de l'effort à partir de 4 ou 5 ans. Les enfants sont capables de discriminer certaines intensités. Ces indicateurs d'effort sont quantifiables et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont observables aussi par l'enseignant, par l'intermédiaire des symptômes externes. Il existe des stratégies, j'en ai cité quelques-unes, de gestion d'effort, l'avatar, le lièvre, utiliser des stratégies de discrimination perceptive. Et pour terminer, donc l'approche par la perception de l'effort replace l'élève au centre de son apprentissage en permettant la mise en place d'une pédagogie différenciée. On n'est pas sur des barèmes, on est sur un ressenti. Et c'est une approche qui valorise à la fois la santé de l'élève et qui permet également donc, de gérer parfois certaines classes très hétérogènes en faisant un travail adapté à chacun. Merci de votre attention. Voilà un petit paysage du Haut-Doubs. Et je vais laisser la parole William.